kutoa twende hali fulani, Bokongo balozi kutoka ndio katika yao Alex. C'est bon. Alors, ce soir, on a le plaisir d'accueillir parmi nous notre grand frère, M. Youssouf Saïd Swali, qui a fait des études en développement économique et rural. Notre cher ami Mahmoud, qui dirige les éditions Selakant, voilà, la tâche de le présenter devant vous, mais en ce qui me concerne, c'est de vous montrer un petit peu le concept des conférences de l'arc-en-ciel. Ces conférences ont débuté en 2006. On a essayé d'accueillir ici pas mal de gens, de différentes tendances, des chercheurs, des gens qui ont un parcours exceptionnel, des sportifs, des artistes, donc tout le monde. Cette conférence, les vendredis de l'arc-en-ciel consistent avant tout à échanger, à s'écouter et à s'accepter, tout simplement, à prêter une oreille attentive à l'autre, même si l'autre ne partage pas les mêmes points de vue, la tolérance, et l'objectif aussi c'est de lutter, honnêtement, contre l'ignorance qui gangrène dans les milieux comoriens pour que la liberté enfin puisse jaillir et que l'unité des îles ou d'Imawahimasiwa puisse trouver un écho favorable dans les milieux comoriens, que les Comoriens se sentent comoriens et surtout en ce qui concerne les échanges. Voilà. Et Youssouf Saïd nous a fait un grand plaisir le fait qu'il a accepté notre invitation, parce que c'est quelqu'un qui a vécu une période très importante de l'histoire des Comores, de 1975 à 1978. Et ça, c'est la tâche de notre cher ami historien Mahmoud. Voilà. Et entre autres, on va préparer, en ce qui concerne les vendredis de l'arc-en-ciel, les échanges et les assises citoyennes continueront. Au mois de décembre, d'ailleurs, on aura préparé une conférence sur les massacres de 1976 à Majunga, à Marseille. Donc, il y a des chercheurs qui sont là parmi nous, il y a Mohamed Saleh et d'autres personnes qui sont là et qui ont travaillé sur les Comores, qui ne sont pas vraiment connus dans les milieux comoriens, et c'est l'occasion aussi de les connaître. Donc, sans tarder, je vais passer un cahier de présence pour les gens qui participent à ces conférences. Le concept consiste à échanger avec le conférencier, pas exposer, et puis à échanger dans le respect, hein, dans l'écoute, et essayer à la fin de la conférence d'avoir quelques échanges amicaux, et puis on essayera au cours de cette conférence de vous montrer les livres qui sont édités par les éditions Selakant, dont le président est ici avec nous, le directeur, le président voilà, de Selakant, et puis passer quelques informations des associations comme celui de notre cher Abdallah Chamfi. C'est quand c'est voilà. Donc lui, il œuvre, ils ont créé une association regroupant tous les Comoriens. Ce n'est pas une association de quartier ni de village, mais une association citoyenne. Donc ils ont une journée culturelle qu'ils organisent le 27 octobre, hein, c'est à Noisiel, voilà, sur les intempéries, et voilà, il y aura d'autres sujets qui seront évoqués, et moi-même, je suis invité à prendre part dans ce rassemblement citoyen. Voilà, donc je laisse la parole à mon cher Mahmoud, et j'adresse un message aussi de remerciement à vous tous, et puis essayer de relayer le message sur Facebook de ces conférences citoyennes qu'on organise ici. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc le conférencier de ce soir s'appelle Youssouf Saïd. Il est
un homme politique, président d'un parti politique qui existe aux Comores depuis un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, il va intervenir sur les idéaux du président Ali Swali. Et il est lui-même swalihiste, puisqu'en 1976, alors qu'il est un élève du lycée, il va répondre à l'appel du président Ali Swali et il va intégrer le comité régional de Ogazija en tant que secrétaire général. Il est affecté dans le Badjini, à Fondini, dans le cadre de la formation des comités de base et aussi à la sensibilisation de la population aux idéaux de la Révolution. Il participe également en 1976 à l'accueil des Comoriens qui sont chassés de Madagascar. Et en janvier 1977, il est nommé membre du bureau exécutif du Comité populaire national, qui est en fait l'organe de base de cette révolution. Avant la mort d'Ali Swali, il part avec une soixantaine d'élèves comoriens en Algérie. Lui, il a choisi d'être formé dans tout ce qui concerne la planification. Et donc le coup d'État de 1978 va le retrouver là-bas en Algérie. Il obtient tout de même son diplôme d'ingénieur en planification en 1981. Donc il va rester à l'extérieur pendant tout le régime mercenarial et il va participer à plusieurs organisations de la diaspora, des organisations plutôt politiques et qui sont liées aux idées révolutionnaire. Parmi ces organisations, il y a l'Organisation de la jeunesse comorienne, OJC, pour ceux à qui ça dit quelque chose, ou le Front national uni des Comores. Donc ça fait partie des grandes organisations qui à l'époque défendaient encore les idées révolutionnaires. À la mort d'Amilad Bella, comme beaucoup de swalihistes, il décide de rentrer au pays. Il va intégrer un groupe de réflexion qui s'appelle le DPA, Discussion, Proposition et Action, qui deviendra plus tard le Parti Mangaz. Mais il va quitter momentanément la vie politique et même sortir du pays pour se consacrer à une carrière de fonctionnaire international au sein de l'Organisation de la francophonie. Il restera pas mal de temps, jusqu'à vers 2000. Il va confirmer, parce que je ne sais plus quand est-ce qu'il a quitté l'organisation. Mais il décide de lui-même de quitter cette organisation. Il a fondé un peu avant un parti politique qui s'appelle Jawab. Et il rentre au pays à ce moment-là. Et il va participer aux élections présidentielles de 2002. De 2004 à 2008, il est le président il est le vice-président de l'Assemblée nationale et il va faire partie de ceux qui vont élaborer deux lois importantes. La première, c'est la loi sur le vote de la diaspora. Donc théoriquement, aujourd'hui, on a tous le droit de voter dans les élections. C'est une loi qui a été votée à son initiative. Et on peut dire qu'il n'a pas oublié qu'il a vécu pendant très longtemps dans la diaspora, puisqu'il a associé pas mal de gens de la diaspora à la rédaction de cette loi. Il est venu plusieurs fois nous voir et nous a demandé comment nous voulions que cette loi soit composée. Et il a participé aussi à la loi qu'on appelle la loi du 12 novembre, journée maoré, qui tous les ans est célébrée aux Comores pour se rappeler que Mayotte est encore sous colonisation française. Donc c'était la même méthode. Il est venu aussi en France voir les associations qui luttaient pour le retour de Mayotte. Et avec ces associations et des gens qui voulaient bien, il a rédigé l'essentiel de cette loi. De 2008 à 2010, il est désigné comme ministre de l'île autonome d'Ogazija. Et en 2010, il est président du Conseil économique et social d'Ogazija qui venait d'être mis en place. Pour terminer, Swali est l'auteur de deux livres qui sont consacrés à la période de Swali. Le premier s'appelle Comores, les défis du développement indépendant, qu'il a rédigé en 1988. Et le deuxième s'appelle Ali Swali, Bénin brisé,
Voilà, je vais vous laisser présenter son travail, les idéaux de la Lituanie. Et moi, je me mets du côté du public. Et c'est Ibrahim qui prend la relève. Merci. Merci pour mon intervention. Comme l'a si bien dit Ibrahim, c'est un échange. C'est une contribution au débat. Rien n'est tranché. Évidemment, les avis des uns et des autres, aussi contradictoires soient-ils, sont les bienvenus. Alors, j'ai proposé ici de revisiter l'Algérie. Certains peuvent s'étonner que l'on proposa un tel sujet, puisqu'on a beaucoup écrit sur l'Algérie. Je crois qu'il va y avoir au moins une dizaine d'ouvrages sur l'Algérie. Moi-même, j'ai écrit 2 livres, comme je viens de le dire, qui sont ici avec moi d'ailleurs. Et donc, on peut penser, à juste titre, qu'on a tout dit sur l'Algérie. Hélas non. Hélas non. D'abord parce que tous ceux qui ont pris part à cette conférence d'un genre nouveau, inédit, ne se sont pas encore exprimés. Je suis le seul à l'avoir fait, presque. Hors type d'information, j'ai fait partie du Comité national populaire, l'instance supérieure suprême du pouvoir populaire. Nous étions 16, à raison de 4 partis. Donc, si on devait lire, entendre les 15 autres membres du comité national, il y avait beaucoup de choses à dire, parce que chacun a sa propre expérience. Ensuite, il y avait des comités régionaux, chaque île. Le comité de Ngazidja était formé de 80 jeunes, 80 personnes. Vous imaginez, 80 personnes, si chacun d'eux se mettait à écrire, il y avait beaucoup de choses à dire. Et je suis certain qu'on ne pourrait pas dire la même chose, parce que nous venons d'horizons différents, de milieux sociaux différents. Et donc, je ne parle pas de ceux qui ont accompagné Al-Isfali pour arriver au pouvoir, de ceux qui ont gouverné avec lui, de ceux qui, tout en étant dedans, étaient contre. Tout ce monde-là, à mon avis, a le droit de s'exprimer sur cette expérience. Moi, je continue mon petit bout de chemin à dire mon expérience, à donner mon point de vue et à jeter quelques idées pour la discussion. Alors, je propose ce thème, cette conférence. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments nouveaux qui interviennent. Il y a des éléments nouveaux qui interviennent et dont nous devons tenir compte dans ma réflexion. Et pour cela, je vais faire un petit tour d'horizon du contexte international dans lequel nous sommes, de la situation internationale que nous connaissons, aussi bien en dehors de l'Afrique qu'au sein du continent africain. Je me réjouis que parmi nous se trouve ici un ami, je lui ai demandé de se lever, qui est un Congolais, Bertrand, et qui a pris part avec moi à une rencontre qui s'est tenue dernièrement à Alger et ont regroupé la société civile africaine, y compris des élus africains vivant en France. Parce qu'évidemment, ils ont aussi leur mot à dire dans la construction du continent africain. Alors, dans le contexte international, comme chacun le sait, nous vivons une crise multidimensionnelle. Nous avons une crise d'abord idéologique. Nous avons une crise idéologique, et si on reprend ce que nous avons appris, ce que nous avons lu par le passé, dans les différentes idéologies marxistes et marxisantes, aujourd'hui, on est dans presque une impasse. Ça fait une trentaine d'années, on n'a pas renouvelé le vocabulaire. On n'a pas renouvelé le vocabulaire, du coup,
un certain nombre de gens, un certain nombre de pays, un certain nombre de responsables politiques disent à tout et à travers des choses insensées. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut trouver sur le continent européen des soi-disant socialistes qui sont devenus, qui dirigent des pays impérialistes. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit des pays en ex-URSS, des pays communistes, et qui tout d'un coup ont viré à droite. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on vit avec la Chine, devenue la deuxième puissance mondiale, dont on ne sait pas comment qualifier. Est-ce un régime capitaliste, capitaliste d'État? Est-ce que c'est un régime communiste? Mais quand on voit à l'intérieur le fonctionnement de la société, il y a des règles propres au capitalisme qu'utilise la Chine. Et donc, on peut se poser un certain nombre de questions, comment qualifier ce type de régime. Mais, en ce qui nous concerne, le plus important, c'est plutôt l'Afrique. Car on constate que nous sommes dans une impasse. Il y a une crise de la gouvernance africaine. Ça fait quelques années, on nous a bombardé d'une idéologie appelée la bonne gouvernance. On nous a dit que c'était la voie pour le développement, c'était la bonne voie, la meilleure, sinon la seule, et qu'il n'y en avait pas d'autre. Ainsi, le continent africain s'y est mis. Des conférences nationales, des constitutions, des élections. Aujourd'hui, on constate que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, ceux qui nous ont proposé hier ces recettes-là contribuent à un moment ou à un autre à les remettre en cause. Voilà, avec les élections qui ont lieu sur le continent, manifestement, ce n'est pas ce qu'on était en droit d'attendre. Alors, on nous dit, faites des élections, et en même temps, on triche. On contribue à tricher. On contribue à mettre en place des régimes qui ne sont pas élus. On fraude. Là, on comprend très bien que ça n'est pas ça. Et si on fait une analyse de ce qui se passe en Afrique, pour faire court, c'est un retour du colonialisme. C'est-à-dire qu'on a mis en place des institutions, mais de l'extérieur, on continue à diriger le pays. De l'extérieur, on dit ce que nous devons faire. De l'extérieur, on décide de tout. Alors, naturellement, il y a lieu de se poser des questions. Et la société civile africaine se rend compte de cette situation à partir de l'analyse fine de ce qui se passe et se dit non, ce n'est plus possible de continuer sur cette voie. Nous devons tout faire pour changer les choses. Et Alger, donc, nous nous sommes retrouvés, à peu près 35 pays qui étaient représentés, et nous avons dit non au retour du colonialisme en Afrique. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire non au retour du colonialisme, faut-il que nous proposions quelque chose. Alors, c'est là donc que nous allons intervenir dans le débat qui va avoir lieu. Parce qu'il y a un certain nombre d'historiens, d'experts africains, panafricanistes, qui se disent mais nous avons tout ce qu'il faut. Il faut revisiter nos grands hommes. Parce que eux, ils nous avaient proposé quelque chose il y a quelque temps, mais ils n'avaient pas été suffisamment entendus. Et à partir de là, donc, naît un débat. Que faut-il faire pour l'Afrique? Et un certain nombre d'Africains disent il faut une renaissance africaine. Il faut une renaissance africaine. Et à l'intérieur de cette piste, de cette nouvelle orientation, pour une nouvelle Afrique, il y a aussi débat. Il y a aussi débat. Et on ne va pas s'attarder là-dessus,
Mais je vais prendre un d'eux, qui est Théophile Obenga. Je crois que certains d'entre nous connaissent très bien. Je reconnais bien des choses dites par Théophile Obenga qui montrent que Kalisali fut un grand homme, au même titre que Félix Nyerere, Agostino Neto, et j'en passe, puisqu'ils sont nombreux et la liste est longue. La liste est longue et j'ai demandé à nos amis du Forum citoyen africain d'ajouter Ali Souali à la liste. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des travaux, il faut qu'il y ait des documents, il faut qu'il y ait des déclarations, il faut qu'il y ait des indicateurs qui montrent qu'effectivement, Ali Souali fut un grand homme africain. Sa pensée, par son œuvre. Et c'est un peu l'une de nos tâches. Et j'ai eu un message il n'y a pas très longtemps d'un ami nigérian qui est en contact avec l'Institut Amilcar Cabral, institut qui chaque année publie la liste des grands hommes qui ont contribué à un moment ou à un autre, à un titre ou à un autre, à l'évolution de la pensée révolutionnaire. Et dans ce sens, il a fait ajouter Ali Souali. Et je pense que dans les temps à venir, nous allons nous retrouver prochainement, sans doute peut-être à Alger et peut-être ailleurs, et il en sera question. Et donc, d'ici là, nous allons produire les documents qu'il faut pour montrer. Mais chacun a ses positions. Vous avez le loisir de vous faire une idée de ce qu'était Ali Souali à partir de ce que moi je viens de vous dire. Car Ali Souali, en quoi est-ce qu'il est un grand homme? Au-delà de ce qu'on peut dire, il est un visionnaire, il est un libérateur, manifestement, il a proposé un certain nombre de choses dont le but était de transformer notre société. Oui, mais quoi? La première des choses qui constitue un apport important d'Ali Souali dans la pensée révolutionnaire, ce qui dit pour qu'il y ait une révolution socialiste, pour qu'il y ait un socialisme, il faut une révolution de l'héritage colonial. Il faut une révolution des structures héritées de la colonisation. Et là donc, c'est dans le même sens que propose Théophile Obenga. Parce qu'il dit, pas de compromis. Ali Souali a dit, pas de compromis. Et inédit dans l'histoire contemporaine, Ali Souali a fait des bouleversements spectaculaires de la société comorienne héritée de la colonisation. Qu'a-t-il fait? Premièrement, il a coupé les relations avec la France. Oui, vous me direz, oui, mais c'est côté a coupé les relations avec la France. Mais Ali Souali est allé au-delà. Il a fait table rase du passé. Il a mis en place des institutions dont même les appellations ne correspondaient à rien par rapport à la colonisation. Le gouvernement, ce n'est plus un gouvernement. Dans un article paru dans la revue Tarek, dans les CCLA, j'ai fait une analyse fine de la révolution institutionnelle qu'Ali Souali avait proposée. Comment? Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, un président a mis en place un gouvernement avec seulement 2 ministres. Vous avez bien entendu, 2 ministres. Un ministère des Relations extérieures, un ministère des Affaires extérieures, et un ministère des Affaires intérieures. Halas. C'est tout. Peut-on l'imaginer maintenant? Nous avons une quarantaine de ministres. On compte évidemment les îles et les mines. Il a fait table rase du passé
et mise en place de nouvelles institutions. Donc, dans l'analyse qu'il avait faite de la société comorienne, il a indiqué qu'il y avait ce que nous appelions le capital bureaucratique. Là également, c'est une expression nouvelle. Seul René Dumont, par le passé, en avait parlé. Parisoli, dans l'analyse qu'il a faite, il a constaté que l'État était un obstacle dans sa forme, dans son mode d'organisation, dans son fondement même. L'État était contre le développement. Et sur quoi l'État colonial. Donc il dit, on ne peut pas asseoir une révolution sur des structures coloniales. Il fallait donc changer. Il a donc changé la forme de l'État. Il a changé la forme de l'État, c'est pas seulement qu'il a modifié la structure, qu'il a réduit le nombre de ministères. Non. Tout a été revu. L'institution parlementaire, je commence une à une. L'institution parlementaire, j'ai dit, le Parlement tel que conçu par la colonisation. Qui nous envoie des gens pour discuter des lois. Non, ce n'est pas de ça dont on a besoin et comment. Il a donc mis en place une institution parlementaire composée de 74 personnes représentant les différentes catégories sociales, c'est-à-dire les pêcheurs, les jeunes, les femmes, l'administration, ainsi de suite. On peut discuter, mais il a osé. Pour lui, le parlementaire doit être quelqu'un qui émane de la société, quelqu'un qui vient discuter de ses problèmes et proposer la législation en vue de les régler. L'institution militaire, on la change. Entre la gendarmerie, l'armée, la police, on met tout le monde ensemble. On crée une institution pour la répression de la fraude contre les injustices. Et donc, or, la colonisation nous avait habitués à avoir une gendarmerie, une police, une armée, guerre qui se tape dessus d'ailleurs. On le voit, y compris dans ce pays où nous résidons, on voit qu'il y a souvent une guerre des militaires, une guerre des polices, une guerre, etc. Al-Fallait dit non. Nous allons avoir une institution. Et plus encore, et au-delà, il dit nous allons avoir une armée sans garant. C'est-à-dire donc une armée populaire. Il n'y aura pas les colonels, les généraux, ainsi de suite. Il va encore plus loin dans l'administration. Parce que non seulement il a changé le modèle d'organisation, l'architecture étatique, mais il a préconisé le modèle autogestionnaire. On met en place un certain nombre de collèges, parce que la décision doit être collégiale. Ainsi, par exemple, aux affaires étrangères, nous avons le ministre d'État des Affaires étrangères, certes, mais à l'intérieur, il y a un comité coopération, un comité accueil, un comité diplomatie. Et quand on prend les différents domaines de la société, de l'éducation à la santé, ainsi de suite, il y a des collèges. Un comité de 9 personnes qui s'occupent de l'enseignement primaire, plus de ministre de l'Éducation. Un comité qui s'occupe de l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement secondaire et au-delà. Quand on va au niveau de la santé, on fait le distinguo, la santé curative, la santé préventive. On met en place des structures qui regroupent bien sûr des connaisseurs de ce type de domaine, mais la décision doit être collégiale. Et il en est ainsi. Même les établissements scolaires, le lycée, le collège, un comité d'autogestion. Dans les sociétés publiques également. Alors, ce modèle d'organisation est bien sûr nouveau.
mais il répond bien à l'idée que se faisait Ali Soali de l'organisation de l'État. Parallèlement qu'il y a donc l'appareil administratif qui va du président jusqu'à l'administration de base, il est mis en place le pouvoir populaire. Comité national populaire, comité régional populaire et comité de base. Voilà donc une première réflexion. Ali Soali disait qu'il fallait faire table rase du passé. Au point que, le 12 avril 1977, même s'il y avait beaucoup plus de spectacles, on a brûlé les archives coloniales. Et Sirkali, il n'y y est pas. Alors, dans l'esprit d'Ali Soali, pourquoi ce geste? Pourquoi cette décision? Parce qu'il se dit, le Comorien doit être en mesure de réfléchir, d'innover, de travailler selon sa propre. Et qu'il ne faut plus se référer à chaque fois aux textes coloniaux. Il fallait donc innover. Il fallait innover. Et je poursuis. Ali Soali disait donc qu'il faut rompre avec le cordon ombilical avec la France, au point que, comme vous le savez, la France est devenue l'ennemi numéro 1 des communes. Pourquoi? Parce qu'elle occupe une partie de notre territoire. Ali Soali se disait, on ne peut pas accepter qu'une puissance étrangère occupe une partie de notre territoire et puis en même temps qu'elle devienne une puissance amie. Là, ça ne va pas. Je suis d'ailleurs, entre autres, tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui du fait de cette ambiguïté. Les autorités veulent considérer la France comme une puissance amie, alors que ce n'est pas le cas. Donc, première réflexion, libération totale. Changement du mode de fonctionnement. Deuxième réflexion, ceci a commencé avec la Révolution nationale. Il faut rappeler quand même qu'au lendemain de l'arrivée d'Ali Soali au pouvoir, après des discussions qui n'ont pas abouti, la France s'est retirée. Il fallait donc faire face aux responsabilités inhérentes à un État souverain. Et il fallait donc se débrouiller pour faire fonctionner cette administration et en même temps faire face à des responsabilités nouvelles. Et cette période-là, que nous qualifions de révolution nationale, là aussi, c'est une période importante, mais qui n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, lors de la période de la révolution nationale, les acteurs étaient beaucoup plus des formations politiques, des divisions politiques, qui avaient pris part, bien sûr, à l'avènement de l'indépendance, et peut-être au changement du régime. Mais Ali Soali avait besoin plus de ces gens-là que d'autres acteurs. Et maintenant, au niveau de la deuxième réflexion, c'est la révolution culturelle. Et là aussi, Ali Soali, autant il n'est pas possible de bâtir une révolution socialiste sur des bases coloniales, parce que la colonisation, n'oublie pas, a détruit y compris notre mental, notre façon d'agir, de nous habiller, de manger, notre façon de nous conduire. Il fallait donc casser cela. Mais ça ne suffisait pas. Pour Ali Soali, il fallait également s'attaquer à un autre domaine, la culture, ce que les gens appelleraient la féodalité. Ça n'est pas totalement féodalité, mais les structures coutumières qui, elles, également, asphyxiaient le paysan, asphyxiaient le travailleur. Il fallait donc ébranler, casser et mettre en avant une nouvelle échelle de valeurs.
comme vous êtes comorien, vous savez très bien que cette échelle de valeur fait qu'on doit au chapitre ceux qui ont fait le Han. Ce sont religieux. Les femmes, les jeunes et le travail de manière générale, à moins qu'ils soient vraiment audacieux, ils n'ont pas droit au chapitre. Et le Chali s'est dit donc, on ne peut pas, encore une fois, bâtir une révolution solide si on ne change pas ces structures, si on ne met pas en avant les jeunes, si on ne met pas en avant les femmes, si on ne met pas en avant ceux qui vivaient de la sueur de leur travail. Et donc, il fallait changer. Et là, une fois, c'est un élément également nouveau. Certes, la Chine a fait sa révolution culturelle, chacun le sait. Et d'ailleurs, expliquerait aujourd'hui la place que ce pays occupe. Mais de nombreux pays africains ont pensé, ou de nombreux dirigeants, y compris révolutionnaires, ont pensé qu'il était possible de bâtir une révolution socialiste sur une société qui connaissait le charlatanisme. Le charlatanisme est incompatible avec la révolution socialiste. Et dans nos pays africains ne l'ont pas fait. De même que d'autres, je parle de l'Afrique, puisqu'il est question du continent africain, ont voulu construire ce socialisme à partir des structures coloniales et de la colonisation. Pour Ali Chouali, non, ça n'est pas possible. Il fallait faire une révolution culturelle. Donc, une révolution par rapport aux structures coloniales, une révolution par rapport aux structures féodales, pour faire simple. Et pour terminer, puisque c'est une révolution qui a fait beaucoup parler des Comores par l'effervescence qu'elle a entraînée. Parce que, bien sûr, naturellement, ce n'est pas facile pour le Comorien, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas facile pour le Comorien de se débarrasser de cela. Ce n'est pas facile, c'est pas vrai. Mais pour Ali Chouali, c'était un mal nécessaire. Il fallait absolument changer. Il fallait absolument changer. Il fallait faire en sorte à ce que les jeunes, les compétences, de nouvelles valeurs puissent prévaloir au détriment de ceux et celles qui avaient que le Comore est connu, y compris maintenant, puisque Ali Chouali n'est pas parvenu à son objectif. Je disais donc, il y a deux contributions principales d'Ali Chouali. Mais Ali Chouali est allé plus loin encore, parce qu'il est l'un des rares à avoir osé préconiser la réduction des inégalités, y compris économiques. La réduction des inégalités économiques, car l'échelle, à un moment, c'est vrai, difficile, à un moment du rapatriement de nos compatriotes de Majunga, à un moment, le Comore avait connu l'éruption volcanique de Singani. L'échelle des revenus était réduite de 1 à 6. Et de toutes les façons, il a dit, dans la période économique, de la révolution économique, ça allait être réduit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas permettre, comme nous l'avons connu, nous le connaissons, quelqu'un qui gagnerait 3 000 francs, un autre qui gagnerait 500 000, voire 1, 2, 3 millions. Pour lui, c'était inacceptable. C'était inacceptable, pourquoi? Parce que d'abord, les Comores devaient fonctionner sur la base de ses propres ressources. Et là, c'est un élément capital. C'est un élément capital parce que les Comores, Ali Chouali n'avait pas besoin de FMI pour venir lui dicter la façon dont il devait gérer son éducation. Il a dit que l'administration devait fonctionner à partir des moyens qui existaient et qu'il était
partir d'un budget de 8 milliards, avec 2 milliards de recettes intérieures, qu'il aille à l'extérieur, tendre la main pour obtenir les 6 milliards qui constituent le déficit. Et qu'il fallait que l'État prenne les dispositions pour qu'il utilise des ressources propres. Et donc, pas de déficit budgétaire. Ça, c'est la première. Bien sûr, la situation économique n'était pas bonne, et donc il ne peut pas se permettre des gros salaires, sacrifices. Et il voulait, juste une parenthèse par rapport à l'administration, parce que le capital bureaucratique, et dans le livre qu'il avait fait, il disait qu'il y avait le fonctionnaire en quête de double revenu. Fonctionnaire à Michel. à double salaire. Oui. Non, je dis non. Et quand, si tu es médecin et que tu travailles à l'hôpital, bien. Mais pas question que tu utilises les équipements qui sont mis à ta disposition pour faire du privé. Il n'est pas acceptable que le fonctionnaire soit en même temps un commerçant. Et là, encore une fois, dans l'analyse qu'il avait faite de la société, il montrait le blocage qu'il y avait au fonctionnaire. Le fonctionnaire n'était pas au service du peuple, qui était son patron. Son patron, en réalité, puisqu'il ne paye pas des impôts. Mais le fonctionnaire faisait la pluie le beau temps, et pour les familles, c'était inacceptable. À tel enseigne qu'il avait proposé à ce qu'on ait des contrats. On ne soit pas fonctionnaire à vie. Donc, il y a une mission, des objectifs. Tu les remplis, pas de problème. Tu ne les remplis pas, on remet en cause ton contrat. Et il a voulu donc contribuer à bâtir un Cameroun intègre, parce que lui, il est intègre, honnête, au service de son pays et de son peuple. Un nationaliste, un patriote, il a voulu, en aimant, révolutionner notre pays. Le temps qui m'était imparti arrive à son terme. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher ami, docteur Youssouf Saïd. C'est un brillant exposé, donc ne fait que vous féliciter le fait que vous avez accepté notre invitation. Donc avant d'ouvrir la liste des intervenants, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le propos et voilà, sur la personnalité elle-même d'Al-Istradi, je voudrais retourner sur quelques points, notamment les livres qui sont en vente ici, qui montrent voilà, l'histoire des Comores à travers les différents auteurs. Je voudrais que le public applaudisse cette initiative de notre cher ami Mahmoud Ibrahim qui est là. Il faut l'applaudir. Et je voudrais, parce que comme on parle d'Al-Istradi, je voudrais que toutes les femmes qui sont ici soient devant. Et là, je m'adresse à une amie qui est une élue, qui a fait le plaisir de venir ici, et à ma petite sœur, tu viens toi aussi. Donc, parce qu'Al-Istradi, il avait aboli le bruit. Donc, il ne faut pas que les femmes se mettent derrière. Voilà, c'est aussi un point culturel très, très, très important de la période. Et je voudrais, avant d'ouvrir la liste, vous conseiller un livre qui est écrit par Michel Lafon, L'éloquence. C'est très important parce que quand Al-Istradi parlait, moi je n'avais pas fait cette intention, mais lui, il m'a fait comprendre la chose suivante. Al-Istradi, à un moment donné, et surtout dans son discours qu'il avait prononcé à voix jour, il montait la voix, il avait une voix aiguë. Et quand il parlait fonctionnel, il appuyait. Et là, c'était un discours qui galvanisait le foule. Et quand il parlait, il appuyait, il articulait très très bien. Donc c'est
parler bien le comorien, il faut dire aussi, et écouter les discours qui sont édités par Mahmoud Ibrahim sur un CD, les discours d'Al-Iswali pour comprendre sa philosophie. Hein. Voilà. Donc on va ouvrir la liste parce que je ne vais pas m'attarder trop sur le personnage. Et une toute dernière point, il y a un grand ami ici qui a 75 ans, qui est congolais, qui s'appelle la langue bantou, qui s'appelle bantou, qui a connu Al-Iswali en 1971. Et qui ne savait pas que moi j'étais comorien, et il vient ici, il enseignait la sociologie à Evreux. Il avait épousé la fille du maire de Evreux, et quand il a su que je suis comorien, il a commencé à pleurer. Moi j'étais mal, hein, voilà, et il a commencé à pleurer, il a dit mais vous êtes malade, vous, comorien, vous êtes bête, de somme et tout. Donc j'avais la honte, voilà. Donc je dis, vous avez assassiné celui qui pensait, vous êtes bête, vous êtes resté vivant. Donc voilà, c'est une petite anecdote, il a 75 ans, Bambou, il vient ici souvent au café, à la cafette voilà. Donc on va ouvrir la liste, sans tarder, et voilà. Mais il faut que nous soyons vraiment brefs. Voilà, honnêtement, voilà. Parce que, oui, donc, pour les intervenants, il y a Abdoul, il y a Mahmoud, il y a Bouran, Youssouf, lui c'est un juriste. Il a exposé, il a fait un expo brillant il n'y a pas longtemps, d'ailleurs avec Malisa, sur l'instabilité politique au Comores. Voilà des gens qui participent à ces conférences, qui donnent vie à ces conférences. Abdoulaye, ok. Oui, l'artiste est très engagé, et moi pour les artistes, je l'ai vu jouer, voilà, c'est quelqu'un qui fait vibrer, voilà. Donc, parce que c'est des conférences citoyennes, c'est un honneur pour nous que cher ami ne soit pas venu. Voilà. Alors, les femmes. Je me lance dans mon... Al-Iswali, il appelait ça le bench. Alors, Mohamed Saleh, ça va? Ça y est, ça? Ah bon, le nationaliste. Oui, c'est un collègue qui a travaillé avec Thalassa, Mohamed Saleh, qui est né à Zanzibar, qui connaît très bien le mode de fonctionnement de Comorien à l'étranger, notamment dans la société zanzibarite. Voilà, donc c'est tout un honneur le fait que tu sois venu avec ton ami qui ne parle pas comorien. Alors, peut-être on va réouvrir la liste. Le révolutionnaire. Alors, tu t'élèves, parce que, voilà, Guy Laroche, moi je l'appelle Guy Laroche, parce que, voilà, maintenant. Et c'est un jeune qui mène un combat qui est vraiment notoire sur Facebook. Ces idées de Facebook, vraiment les gens. Et il est très intéressant. Il s'attaque aux gros morceaux, aux voleurs d'État. Donc, même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec lui, mais il est courageux. Je te soutiens. C'est la manière qu'ils apprécient. Voilà, peut-être la manière, mais le fond il y est, hein, entre nous. Donc, tu vas parler, hein, un petit peu. J'ai beaucoup de questions à poser. Ok. Guy. Alors, je vais commencer par Abdoul. Bonjour, Abdoulaye. Alors, moi, j'ai une question et une petite remarque. La question d'abord, c'est dans la définition de la révolution socialiste d'Al-Iswali. Parce que si on regarde un peu la définition du socialisme qui s'est diversifié par communisme, c'est d'abord suite à l'industrialisation de l'Europe et
qui a fait qu'on s'est trouvé avec une classe bourgeoise et qui exploitait des gens qui sont devenus des prolétaires. Donc le socialisme, c'est l'idée de la révolution, c'est-à-dire de la prise des outils de production par le prolétariat afin d'arriver à une société plus juste et égalitaire. Donc moi, ma question c'est, est-ce qu'on peut définir la révolution d'Ali Swali de révolution socialiste, étant donné que je ne pense pas qu'il y ait eu une industrialisation des Comores, surtout dans les années Ali Swali. Voilà, ça c'est la première question. Et la remarque, c'est le fait que, bon, moi, je ne pense pas que, comme disait un frère ici la dernière fois, Ali Swali, ce n'est pas une fin en soi, il a commencé quelque chose et puis c'est quelque chose qui est dépassable, on peut aller au-delà de ça, mais je salue au moins l'idée que c'était le seul leader, à ma connaissance, aux Comores, qui avait une vision, qu'on peut discuter qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais une vision de ce qu'il voulait faire des Comores. Donc, pourquoi aujourd'hui, parmi les gens qui ont côtoyé cet homme-là, même si, encore une fois, je ne suis pas certain que j'ai envie de garder tout ce qu'il a fait, parce que moi, j'ai l'impression, en lisant un peu ceux qui ont écrit sur lui, qu'il y avait une sorte de dictature, voilà, une façon d'imposer ses idées par la force que je ne partage pas. Mais pourquoi, en tout cas, cette vision-là, on ne la retrouve pas parmi les gens qui ont hérité ou bien qui l'ont côtoyé? Pourquoi aujourd'hui, ici, on attend des gaullistes, des gens qui se réfèrent aux personnalités qui ont marqué l'histoire de France? Pourquoi, comment, après la disparition d'Ali Swali, on n'attend aucunement un courant politique qui se revendique de cet héritage? Voilà, c'était ça. Mahmoud, on recoupe les... Donc, il y a... Abdul, oui, s'il te plaît, tu reprends de la toute... La remarque, c'est quoi exactement? Tu as dit une question, définition socialiste. Alors, la remarque que je disais, c'est-à-dire... C'est la dictature? Non, la remarque... Pourquoi il n'y a pas de disciples? Oui, pourquoi? Voilà. Pourquoi on retrouve pas des... Oui, mais la remarque, c'était de dire que ce que j'ai aimé dans sa personnalité, c'est le fait d'avoir une vision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il y avait une vision politique, il y avait une horizon, on savait où on voulait aller. Voilà. Oui, Mahmoud. Ouais, donc moi j'aurais préféré qu'on réponde aux questions directement, mais bon. Parce que j'avais besoin en fait d'une précision. Quand tu dis on a brûlé les archives coloniales, par exemple, qu'est-ce que tu entends par archives coloniales? Parce que ça c'est un des grands mythes d'Ali Swali. Ali Swali a brûlé les archives coloniales. Donc j'étais un peu étonné que ça vienne de toi. Donc peut-être que tu as participé ou tu as vu et tu vas me dire c'est quoi ces archives qui ont été brûlées. Oui, ok, sur les archives c'est en 1977, hein, c'est ça? Oui. Ok, donc il y a... qu'est-ce que j'ai noté? C'est... la troisième page. Alors, Youssouf? Oui, bonjour, c'est Youssouf. Moi, mon intervention sera axée sur trois points. Et comme l'a dit M. Mahmoud, j'aurais aimé qu'on réponde au fur et à mesure des questions. C'est à vous de décider, vous l'avez décidé ainsi. Je veux dire, sur le premier point, c'est l'introduction que vous avez donnée là tout à l'heure, notamment sur le basculement
du socialisme vers le capitalisme, c'est-à-dire les pays qui se réclament du communisme comme l'URSS, comme la Chine, et qui sont obligés de se soumettre au capitalisme et du libéralisme. Il y a aussi des pays impériaux et libéraux comme la France qui sont dirigés par des socialistes, des gens qui se réclament socialistes et qui dirigent certains pays. Vous avez soutenu cette thèse comme étant une origine d'une crise idéologique. Je dirais plutôt qu'il ne s'agit pas d'une crise idéologique, c'est la fin de l'histoire. Nous sommes dans un monde unipolaire. Il y a le socialisme et le léninisme, il y a un monde unipolaire. La loi de la majorité s'impose. Maintenant, ceux qui se réclament du socialisme ou du marxisme ou du léninisme sont obligés de se soumettre à cette idéologie dominante qui est le capitalisme et le libéralisme en général. Et donc, sur ce point, c'est un constat qui est là. On ne saurait parler d'une quelconque crise idéologique. Sur le deuxième point, c'est plutôt sur les grands hommes, revisiter les grands hommes de l'Afrique. Et pour nous, Comoriens, revisiter les grands hommes des Comores, ou bien, s'il y en a plusieurs, peut-être comme vous l'avez dit, revisiter Ali Swahili tout simplement. Si c'est un grand homme, point d'interrogation, la question mérite débat, certainement. Et je pense que les panafricanistes qui ont participé à la conférence dont vous avez fait allusion, se sont trompés de cible. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un problème, est-ce qu'il s'agit réellement de revisiter nos grands hommes pour pouvoir proposer des pistes de réflexion qui nous permettront de développer l'Afrique et nos pays respectifs, ou bien il s'agit d'un problème de conscientisation de la masse qui permettrait à tout un chacun, si nous prenons l'exemple des Comores, je pense qu'il ne faut pas revisiter Ali Swahili. Ali Swahili, il était tout simplement je ne dirais pas un grand homme au sens noble du terme, c'était un intellectuel certes valide, qui était capable de formuler, de faire des analyses très pertinentes sur sa société, sur la société comorienne, proposer des solutions à certains problèmes, mais il n'était pas, on ne peut pas le hisser sur le plan continental et dire que c'est un grand homme sur le plan africain. Peut-être qu'il était un grand homme comorien, chez les Comoriens, chez nous, mais sur le plan africain, on ne le saurait. Je ne pense pas qu'il soit parmi les grands hommes que le continent africain est connu. Et donc, sur ce deuxième point, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revisiter nos grands hommes. Il s'agit plutôt de conscientiser la masse, les populations, pour que chacun se fasse une idée de la chose publique et pouvoir participer à la gouvernance commune, à l'action publique et à l'élection de nos dirigeants. Je pense que ça, c'est un point capital et plus particulièrement cette question de l'éducation. Le troisième point, c'est la rupture, c'est-à-dire c'est un critère que vous avez retenu pour qualifier Ali Swahili de grand homme. Est-ce qu'il s'agit vraiment de faire une rupture pour être un grand homme? Quel a été l'impact socio-économique de cette rupture, la rupture d'Ali Swahili? Quel a été son impact sociopolitique sur la société comorienne? Quel a été son apport? Est-ce que cette rupture a été bénéfique pour la société comorienne ou plutôt c'était une rupture qui virait plutôt à la catastrophe? Et je dirais plutôt que c'était une rupture qui a viré à la catastrophe et donc on ne peut pas également retenir plutôt ce critère de rupture comme étant un critère qui définit Ali Swahili comme un grand homme. Ça, c'est pas possible. C'est un grand dictateur qui a commis des violations massives de droits de l'homme, je ne peux pas m'étaler sur ça, mais nous sommes tous conscients. Si on pose la question aux Comoriens aujourd'hui, est-ce que nous voulons le retour d'Ali Swahili, oui ou non? Je pense que la question est mitigée et son bilan également. Et donc, peut-être je vais m'arrêter là et passer la parole à une autre personne. Merci. Ouais, il va répondre les trois. Courage, je m'excuse parce que je t'avais sauté, mais c'est pas grave. On reprendra. Voilà. Oui, des réponses aussi courtes que possible. Bon, écoutez, alors, encore une fois, on tombe un peu dans le travers. D'ailleurs, les deux interventions, dans la définition du socialisme et dans l'intervention de Youssouf.
il y a les gens qui remettent en cause cette lecture de l'histoire de l'humanité, de l'évolutionnisme social, qui dit qu'on doit passer par l'étape, l'esclavagisme, le féodalisme, les soins industriels, et ainsi de suite. Et bien avant l'histoire, Mao l'a bien fait. Est-ce que c'était une société industrialisée à l'époque? Pour moi, c'est une révolution culturelle. Oui, mais c'est une étape dans la révolution socialiste. C'est une étape dans la révolution socialiste. Et Alisson lui disait qu'il y a une bifurcation de l'histoire. Moi, je dis maintenant, si on prend en compte cette lecture de la traumatologie historique de l'Afrique, on n'est même pas dans une bifurcation de l'histoire. C'est-à-dire qu'on nous a appris que les sociétés doivent passer d'une étape à une autre et que nous devons être obligés de passer par la société industrielle pour devenir socialistes. Non, c'est pas le mon propos. Hein. Non, parce que dans l'entendement des uns, c'est qu'il faut qu'il y ait une classe ouvrière générée par la société industrielle. Pour parler du socialisme, je dis oui, il fallait qu'on passe par là, non? Bon, ok. Mais dans la définition d'Alisson, On doit moi, je voulais diminuer dans la définition qu'avait Alisson, oui, il était possible de créer, de parvenir au socialisme en passant, en éliminant les étapes qu'il a définies lui-même. Et en fait, la question que l'on peut se poser maintenant, c'est quoi le socialisme? Quel type de société on peut qualifier de socialisme? J'espère que certains ne vont pas dire qu'on est... Parce qu'il y a Hollande au pouvoir, on est dans un régime socialiste. Ah non. Oh, non, c'est pour dire que ce n'est pas le terme qu'il faut. C'est la nature de la société. Et qui fait que les rapports font que c'est la majorité, et notamment la classe autrefois opprimée, qui prend le pouvoir et qui l'exerce sur la base d'un certain nombre d'objectifs. Et les objectifs, on peut les énumérer, bien sûr. Dans le domaine social, dans le domaine économique, entre autres. Et donc, on ne peut pas s'en tenir à la lecture que nous avions l'habitude de faire, puisqu'il y a des éléments nouveaux qui interviennent. Dans ce cas-là, on peut faire une analogie avec la Révolution française. C'est une révolution de classe, c'est-à-dire une classe qui est opprimée. Pourquoi bon, alors, on dit qu'Alisson est un dictateur. Parce que là, c'est revenu deux fois. Je regrette, encore une fois, alors, parler de révolution française. Mais vous êtes en train de faire une analyse avec des instruments d'aujourd'hui. Vous êtes en train de faire une analyse de la société de 75 avec des instruments d'aujourd'hui. Dans le cadre de la bonne gouvernance, on va revenir d'ailleurs, cette histoire de bonne gouvernance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette bonne gouvernance. Telle qui nous est dictée. Regardez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Regardez dans les pays arabes. C'est la Tunisie, l'Égypte. On parlera de la Libye et de la Syrie. C'était des pays qui ne dérangeaient pas du tout, évidemment, les impérialistes. Ça ne dérangeait pas les Américains. Y avait-il de la bonne gouvernance? Sentant la fin de ce régime-là, on dit, au moment de la bonne gouvernance, nous allons vous changer. Et on va téléguider de l'extérieur des mouvements sociaux qui vont se soulever. Parce que ça, il faut savoir, c'était des mouvements téléguidés. Les internautes ont été formés. Et maintenant, on se trouve face à une situation très critique. Parce qu'on ne sait même pas quelle est la voie à suivre. Mais vous faites une lecture donc de cette bonne gouvernance d'aujourd'hui. En 1975, qui parlait de bonne gouvernance? Dans le monde, hein? Je parle dans le monde. Qui parlait de bonne gouvernance? Tu n'étais peut-être pas né encore en 1975. Excusez-moi, M. Youssouf, vous répondez à une question ou vous êtes toujours avec... Non, mais je fais le lien entre les deux. Ah oui. En ce qui concerne la dictature, puisqu'il y a un lien entre les deux. Alors, pourquoi il n'y a pas de discipline? Bon, écoutez, moi, j'ai dit, là, j'ai créé un parti politique. J'ai créé d'abord
l'organisation de la jeunesse comorienne en Algérie, que j'étais encore étudiant. Je n'étais pas le seul, nous étions nombreux. Et en 1981, nous avons pris une option politique. L'organisation de la jeunesse comorienne, qui était une organisation d'étudiants qui était en Algérie, qui regroupait aussi bien des gens pour anti-Ali Soali, en 1980, nous avons pris le devant. Et nous avons fait un plaidoyer en faveur d'Ali Soali. On a organisé des symposiums, on a commencé à réhabiliter Ali Soali. Parce qu'il faut vous dire que, si vous ne le savez pas, à l'époque, se réclamer d'Ali Soali, c'était un problème. C'était un problème. Il était complètement banni. Nous avons fait un travail, un chemin, pour réhabiliter Ali Soali, pour expliquer ce qu'on a voulu faire. Et petit à petit, bon, Jawab est resté. Il y a eu d'autres, mais je vous parle de Jawab, qui est ma formation politique. Nous, bon. Excusez-moi, monsieur Youssouf, oui. en parlant de la dictature, enfin, je pense que la dictature ne se mesure pas à l'aune de la politique du gouvernement, qui est menée par le gouvernement en place, mais ça se mesure plutôt par la répression des libertés, la répression des minorités, la répression. Et c'est cette violation massive des droits de l'homme dont j'ai fait allusion tout à l'heure, mais ce n'est pas la bonne gouvernance ou la gouvernance économique qui a été mise en place, qui a été appliquée ou qui n'a pas été appliquée par Ali Soali. Je veux me reprendre. Il s'agissait d'une révolution. Est-ce que nous avons bien compris le terme révolution? C'est un bouleversement des choses avec une vitesse généralement grande. C'est un changement de régime, d'habitude, de mentalité qui font qu'à un certain moment, effectivement, les choses ne vont pas dans le rythme que nous avons l'habitude de connaître. Toutes les décisions qu'Ali Soali a eu à prendre, je répète, toutes les décisions importantes qu'Ali Soali a eu à prendre avaient fait l'objet de concertation. Je répète, et je mets au défi, qui peut me dire qu'une grande décision a été prise sans qu'il y ait eu concertation préalablement. Donc maintenant, il y a des décisions qui sont prises, il y a des lois qui sont appliquées, il y a donc un mouvement qui avance. Enfin, il arrive qu'il y ait effectivement des contradictions, mais on garde le cap dans l'essentiel. Et, je répète, par exemple, si on prend les différentes phases, c'est la phase surtout de démocratie, de révolution culturelle. Je reprends parce que c'est cette phase-là qui a fait l'objet de heurts. Je fais remarquer d'ailleurs que l'un des exemples que Ali Soali avait cité, que je reprends en mon compte, il n'y avait pas de prisonniers politiques au sens nous l'entendons. Ceux qui avaient été prisonniers à l'époque avaient été suspectés d'avoir préparé un coup d'État. Et donc, on ne met pas ça dans la catégorie des prisonniers d'opinion. Le reste, non. Le reste, non. Troisième question. Il y a aussi celle de Mahmoud qui est... Les archives. Oui, je le note. Pas de crise idéologique. Bon, moi, j'ai donné mon avis, toi, tu as donné ton avis. Le capitalisme dont on parle, il est aussi en crise. Il est aussi en crise. Je regrette. Aujourd'hui, la première puissance du monde, les États-Unis en l'occurrence, sont en crise. La finance internationale a mis presque tous les pays capitalistes à genoux. Et il y a une crise de modèle. Il y a une crise de modèle. Partout, je parle en Europe, principalement en Europe, mais aux États-Unis également, on assiste à un phénomène inédit. Comment peut-on comprendre que les États-Unis sont endettés vis-à-vis de la Chine? Comment peut-on comprendre que des pays qui constituent une grande puissance comme la France soient à un niveau d'endettement au point de compromettre même la monnaie unique? Bon, tout cela donc pour moi c'est une crise. Nous n'avons plus le corpus idéologique
pour proposer autre chose pour l'instant. C'est-à-dire, le modèle capitaliste montre ses limites. Le modèle tel que préconisé par les Russes a montré ses limites. Alors, mais qui propose autre chose? Je dis, pour l'instant, il y a une crise. On ne voit pas où l'on va, et donc on est en train de rechercher. Et sur le plan africain, bon, un certain nombre de gens, bon, vous en connaissez certainement, disent qu'il faut trouver des paradigmes propres à l'Afrique qui servent les intérêts africains. Il faut donc trouver des voies propres à l'Afrique. On n'utilise plus ce que nous avons, on nous a imposé. Alors, par rapport à Mahmoud, oui, je dis, oui, moi j'étais le 12 avril 1977 lorsqu'on a brûlé les archives. Parce qu'on n'a pas d'autre terme à utiliser. On a pris quelques papiers du building où il y avait l'administration, on est venu devant, on a fait le spectacle, on a brûlé. Pour dire que le capital bureaucratique, c'est comme ça qu'on l'enterre. Pour demander aux fonctionnaires d'innover dans la manière de travailler. Mais l'essentiel a été préservé. L'essentiel, ça je vous l'ai dit, on a mis en place un comité qui s'est chargé de préserver l'essentiel qui correspondait aux intérêts des Comores, parce qu'on ne pouvait pas tout brûler. Mais il y avait un certain nombre de papiers administratifs dont on estimait que bon, il fallait... Parce que pour le Comores, c'est un mythe. C'est un mythe. Et on a voulu donc démystifier cela. Et dit comme tu l'as dit là, ça a renvoyé à la thèse un peu de Elagno et d'autres, qui disent qu'Aliswali a brûlé les archives du pays. Or, c'est pour ça que je te demandais c'est quel genre d'archives, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils vont au Saint-Dérès, ils vont retrouver les archives coloniales. Le livre d'un livre, ça s'appelle La Citerne. L'indépendance de la Citerne. L'indépendance de la Citerne. Voilà. C'est un livre très intéressant. Plein d'erreurs historiques. Ah oui, mais c'est intéressant. Quand il dit on a brûlé les archives, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Chacun va dans l'administration française et dit mon acte de naissance a été brûlé pendant la Révolution. Or, est-ce qu'Aliswali a brûlé les archives à Moroni et à Dzaoudzi en même temps? Parce qu'il y a eu un gros problème ces temps-ci, tout le monde a suivi. À Mayotte, on a dû refaire tous les actes de naissance et tous les actes d'état civil à Mayotte. Est-ce qu'à Mayotte aussi, Aliswali est parti brûler les archives? C'est ça en fait que je voulais Non, il faut clarifier cela, effectivement. Ça a été fait seulement Moroni, dans un but précis. Mais bon, oui, on a brûlé ça, le papier. ça c'est pareil. Un peu de calme. Hein. Tous les Il faut vouloir garder les archives coloniales. C'est odieux. Ouais, on termine d'abord la première liste et puis on entend. Oui. Je vais rajouter parce qu'on l'a caillé. Je suis donc capable d'apporter quelques éléments de la fin. Je voulais apporter des précisions surtout sur la question. Un peu de silence, on l'écoute. Une question sur la précision, surtout la précision sur la dictature et la révolution culturelle. C'est important. Puisque Aliswali lui-même, il a dit que c'est l'histoire. Il faut laisser l'histoire faire la chose. C'est important. J'arrive. Je ne vous ai pas rempli. Aliswali, il est un dictateur. Il est le seul homme africain qui a fait un coup d'État qui n'a pas tué le chef de l'État. Aliswali, c'est un dictateur. Il est le seul homme d'État africain qui a trouvé des gens qui ont voulu le tuer, qui ne les a pas tués, qui les a gardés en prison. J'arrive. Et le chef de l'État n'était pas là en même temps. Mais il y a une chose qu'il faut connaître, c'est qu'il y a la spécificité comorienne. Vous savez, quand je perds ma mère au Comores, je n'ai pas le droit d'autoriser l'enterrement. Absolument. Si je n'ai pas 1 million dans ma poche. Vous savez? Si je n'ai pas ça, je n'ai pas le droit. Il a voulu libérer le peuple de tout. Aliswali, qu'est-ce qui s'est passé? Aliswali était élu président le 3 janvier 1976. Il avait 28 mois de présidence. 28 mois, c'est tout. Le 3 janvier 1976,
Le 6 janvier 1976, un complot d'assassinat contre lui. C'était qui? C'était M. Ali Boudjaïe. Un complot d'assassinat. 3 janvier au 6 janvier, on ne savait pas ce qu'il voulait faire. Ali Swali, quand il était dans l'opposition, vous entendez parler d'Aboubacar Bana, qui était chef du Molinako en Tanzanie. Ahmed Abdallah a juré quoi? Si Aboubacar Bana met son pied à Moroni, il le foutra en prison. Il a juré. Pour quelle raison? Il a juré puisqu'il luttait en faveur de l'indépendance à l'extérieur. Et Ahmed Abdallah a dit qu'il, s'il mettra son pied au Comores, il le foutra en prison. Et comme Ahmed Abdallah était obligé, Aboubacar Bana était obligé de rentrer, puisqu'il y a eu la date du référendum. Les organisations, le mouvement de libération l'ont obligé à rentrer sur le pays pour mener la campagne en faveur du référendum. Mais Ali Swali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Aboubacar, tu rentres. On va nous emprisonner tous, sinon on ne t'emprisonnera pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé le peuple d'aller à l'aéroport accueillir Aboubacar Bana. Ali Swali, tout d'abord, moi je ne peux pas dire que c'est un grand homme ou un petit homme, mais je vous dis que c'est les actes qui le jugent. Ali Swali, Youssouf vient de le dire, comme quoi il avait 2 ministres. Il avait 3 ministres. Il avait un ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Extérieur et un ministre de Finances. Mais un ministre gagnait combien là? Un ministre gagnait combien? 60 000 francs CFA. 60 000 francs CFA. Et lui, le président de la République, il gagnait combien? 60 000 francs CFA. Moi, j'étais chef du protocole. À cette époque, quand tu voyages, il y avait des indemnités. Quand tu es pris en charge par l'État qui t'invite, l'argent retourne au trésor. Aujourd'hui, le président qui se déplace, savez combien il gagne? 3 000 € par jour. Et vous savez combien il gagne aujourd'hui? 15 millions de francs comoriens. Comment voulez-vous qu'un peuple bouge alors qu'il y en a d'autres qui ne gagnent même pas 1 franc par jour? Ali Swali voulait libérer les Comores. Et la révolution comorienne, on ne peut pas le comparer à la révolution chinoise, puisque en Chine, il n'y avait pas des hijabs, mais en parlant, il fallait libérer le peuple comorien, il fallait libérer la femme. Ce n'est pas le symbole de libérer la femme. Il a dit aussi, comment une femme va conduire un camion s'il a mis ce qu'on appelle le oui-oui? Comment il va conduire le camion? Absolument. En l'espace de 28 mois, mon ami, 40% de la femme comorienne savait construire, c'est-à-dire c'était des maçons. Bravo. Ils sont devenus des électriciens, ils sont devenus des plombiers. C'est vrai. J'arrive. C'est faux, et j'en suis bien renseigné. Je connais des gens qui a osé voulu faire des Comores un pays font voilà, ceux qui sont commerçants en même temps, ceux qui sont des banquiers en même temps, et tout le monde, voilà, je suis désolé, quoi, voilà. C'est ce qui faisait. Et du coup, moi, ce que je voulais poser comme question, comment ça se Pas de l'élève, hein, c'est ça, hein? Il n'y a pas de l'élève. Absolument, alors que vous étiez à essayer de faire et que ça marche.